Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On va continuer le cours de thermodynamique chimique. Là, on s'est arrêté. Alors, on va entamer la loi de Kirchhoff. Alors, la loi de Kirchhoff, elle est utilisée pour calculer l'enthalpie d'une réaction à une nouvelle température. Donc, on a l'habitude de calculer l'enthalpie de la réaction à la température standard, qui est 298,15 Kelvin. Donc, si on veut la calculer à une nouvelle température, on doit utiliser la loi de Kirchhoff, qui a été déjà démontrée dans le cours de l'année précédente, c'est-à-dire en première année L1. Alors, si on veut calculer l'enthalpie de la réaction à une nouvelle température, donc on fait un bilan énergétique, alors sur la quantité de chaleur dégagée par la réaction. Si la réaction elle est faite à une température standard, on l'appelle état 1, alors automatiquement elle va passer à l'état final où là on va avoir nos produits de la réaction. Donc la quantité de chaleur mise en jeu, c'est la quantité de chaleur Q. Alors si on fait un bilan énergétique selon la loi de Kirchhoff, on a la variation de delta H de la réaction, ça veut dire la quantité de chaleur dégagée de la réaction par rapport à la température, elle est égale à delta Cp. Et delta Cp, on l'a vu, c'était la somme des Cp des produits, c'est-à-dire l'état 1, d'accord, l'état initial de la réaction, et moins, l'état 2, c'est-à-dire les produits, moins la somme des Cp des réactifs, ça veut dire l'état 1. Alors, si on fait l'intégrale de cette équation, on va trouver que c'est delta H, on va le faire bien sûr selon la température T, qui varie entre T1 et T2. Alors, on va trouver delta H de la réaction à T2, il est égal à delta H de la réaction à T1 plus l'intégrale de delta Cp dt entre la température T1 et T2. Et généralement, T1, c'est la température standard. Alors là, on a deux variantes. Si les delta Cp qui est bien sûr, on a dit c'est la somme des Cp des produits moins la somme des Cp des réactifs, bien sûr sans oublier les coefficients stoichiométriques, d'accord? Alors la première variante, si les Cp ils sont en fonction de la température, donc on va calculer les delta Cp qui vont être de telle manière A plus Bt plus Ct carré, etc. Donc c'est une fonction de la température. Là on ne peut pas faire bien sûr l'intégrale, donc on doit faire les calculs de delta Cp, qu'on va trouver c'est une fonction de température, et on remplace dans notre équation de Kirchhoff et on trouve que delta H de la réaction, c'est delta H de la réaction à la nouvelle température T2 qui est égale à delta H de la réaction à T1 plus l'intégrale. Alors là, on a l'intégrale par partie. Alors, on aura par exemple plus A, l'intégrale de dt entre T1 et T2, ensuite plus B, bien sûr A et B et C, c'est des constantes, donc qui sortent de l'intégrale, plus B, l'intégrale de T dt entre la température T1 et T2, ensuite plus C qui est une constante bien sûr qui sort de l'intégrale, et l'intégrale de T carré fois dt entre T1 et T2, et ainsi de suite. Alors la deuxième variante, si on a les Cp qui ne sont pas en fonction de la température, ça veut dire il va te donner dans l'exercice des Cp des produits et des réactifs qui sont des valeurs. Alors là, automatiquement, ils vont sortir de l'intégrale, donc delta Cp elle va être une constante, donc on peut faire les calculs, on fait la somme des Cp des produits moins la somme des Cp des réactifs, et on aura delta Cp, c'est une constante. Donc on va avoir que delta H de la réaction à la nouvelle température T2, il est égal à delta H de la réaction à T1, plus delta Cp qui sort de l'intégrale, et il nous reste l'intégrale de dt entre T1 et T2, et là, ça va nous donner delta T qui est T2 moins T1. Donc ça, c'était comment on calcule l'enthalpie d'une réaction à une nouvelle température hors la température standard. Alors, on continue notre cours. Maintenant, c'est l'énergie de liaison covalente. Alors, l'énergie de liaison covalente, c'est quoi? C'est l'énergie dégagée de la réaction quand on va former une liaison chimique. Et on a vu dans l'année passée, en L1, comment on fait une liaison chimique? C'est quoi une liaison chimique? Donc, c'est la mise en commun de deux électrons entre deux atomes, d'accord? Et là, par exemple, on a un exemple, deux atomes A et B, alors qui vont se relier, ils vont donner un nouveau composé plus stable qui est AB, qui se fait bien sûr dans la température standard et bien sûr à la pression standard qui est une atmosphère. Alors là, si on fait un bilan énergétique, alors si on fait selon le bilan énergétique, on a l'énergie initiale là, vous avez les atomes qui sont à l'état libre, donc ils ont un certain niveau d'énergie, donc c'est des atomes qui sont instables. Quand on va former le nouveau composé qui est la molécule AB, qui est automatiquement plus stable que les atomes plus seul, ça veut dire isolé, là on va avoir que l'énergie de ce composé qui est la molécule AB, elle va avoir une énergie plus faible que l'énergie de l'état
initiales, c'est-à-dire les atomes isolés, les atomes libres. Alors, automatiquement, là, on a une diminution d'énergie, ça veut dire une perte d'énergie, et cette perte d'énergie, elle n'est que l'enthalpie de cette réaction quand on va former cette liaison chimique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enthalpie de cette réaction est une enthalpie qui est bien sûr négative. Pourquoi? Parce que le système qui, bien sûr, ça c'est la réaction chimique, ça veut dire les atomes libres, ils vont dégager une énergie qui était en surplus. Pourquoi? Parce qu'on a fait la formation d'un composé plus stable, ça veut dire une molécule, qui a une énergie plus faible. Donc on le voit là, par exemple, à l'état final, on a une énergie plus faible que l'état initial où j'avais juste les composés qui étaient isolés. Donc cette perte d'énergie, elle représente tout simplement delta H de la liaison chimique. Alors on continue encore la relation entre la variation de l'enthalpie qui est delta H de la réaction, et la variation de l'énergie interne. Donc on l'a vu déjà l'année passée, on l'a vu cette année aussi quand on a fait la révision, on est toujours dans le chapitre 1, que l'enthalpie, ce n'est que l'énergie interne plus le produit PV. Alors si on fait la différentielle de l'enthalpie dH, on a dU, elle est égale à la différentielle de l'énergie interne dU, plus D du produit PV. D'accord? Alors, si on considère là qu'on a une réaction chimique et on considère que dans cette réaction chimique, les produits et les réactifs sont à l'état gazeux. Donc là, je peux remplacer le produit PV par NRT. Alors, si je remplace bien sûr le produit PV par NRT, là je vais trouver que DH là, il représente, on l'a vu déjà, on a fait la démonstration de le cours, dans le cours qui est tout simplement, c'est une quantité de chaleur à pression constante, d'accord? Et bien sûr, l'énergie interne, c'est une quantité de chaleur à volume constant, on l'a démontré dans les cours précédents. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé le produit PV par tout simplement NRT. Donc si je le remplace, je trouve que c'est delta NRT. Alors, la quantité de chaleur à pression constante, si on est dans une réaction chimique, donc c'est delta H de la réaction standard. QV, donc ça c'est la quantité de chaleur à volume constant et on a dit ça c'est delta U de la réaction. Et bien sûr on a R là, delta de NRT. On remarque que R ça c'est la constante des gaz parfaits, donc c'est une constante qui est constante, donc elle sort de delta. La température, elle est constante parce qu'on a dit que la réaction, elle se passe à température standard. Donc, on va faire sortir RT et il nous reste delta N. Et delta N, là, qu'est-ce qu'il représente? Il représente tout simplement la somme des nombres de moles des produits, moins la somme des nombres de moles des réactifs, mais je dis bien à l'état gazeux. Ça veut dire, si on a une réaction où on a un mélange état gazeux avec état liquide, avec état solide, là on va prendre delta N, on va calculer que l'état gazeux seulement, soit pour les produits, soit pour les réactifs. Ça veut dire qu'on ne prend pas en considération quand on a un produit ou bien un réactif à l'état solide ou bien à l'état liquide. Alors, la variation d'entropie lors d'une réaction chimique, là aussi, on l'a vu comment on calcule l'entropie. D'accord? Alors, si on va appliquer là à la chimie, ça veut dire aux réactions chimiques. Alors, comment on calcule l'entropie d'une réaction chimique? Donc, c'est l'application de la loi Hess quand on l'a vu, quand on a calculé l'enthalpie d'une réaction, ça veut dire delta H. Donc, la variation d'entropie d'une réaction chimique à l'état standard, ça veut dire à la température 298,15. Donc, c'est la somme des delta S, bien sûr, des produits, d'accord, moins delta S des réactifs, d'accord, c'est les entropies de formation des produits et des réactifs, et là, ça va être donné dans les exercices, c'est des données, c'est des constantes. Alors, si on veut calculer, des fois dans les exercices, ils vous demandent de calculer la variation d'entropie dans une nouvelle température. Ça veut dire à une température différente à la température standard. Donc, on applique aussi la loi de Kirchhoff. Donc, delta S de la réaction à la nouvelle température qui est T2 différente de la température standard. C'est delta S de la réaction à la température T1, ça veut dire à l'état standard qui était calculé déjà auparavant par cette formule. D'accord? Plus l'intégrale de delta Cp dt sur T. Pourquoi? Parce qu'on a vu déjà que l'entropie, c'est quoi? C'est la quantité de chaleur, c'est la variation de quantité de chaleur par rapport à la température. Donc, ça va nous donner, c'est delta Cp dt sur T. Et là aussi, vous avez deux variantes. Donc, si vous avez les delta Cp, qu'on a dit, c'est la somme des Cp des produits moins la somme des Cp des réactifs, qui est
une constante, donc elle va sortir de l'intégrale, il ne nous reste que delta, l'intégrale de dt sur t, et là c'est le logarithme népérien de la température, donc entre T1 et T2, donc ça va nous donner le logarithme népérien de la température T2 sur le logarithme népérien de la température T1, qui est la température standard. Bien sûr, c'est votre delta Cp, ça veut dire la somme des Cp des produits moins la somme des Cp des réactifs, n'est pas une constante. Donc là, on va faire les calculs, on va trouver si c'est une fonction de la température, on va les remplacer et on va faire la même chose quand on a vu comment on calcule l'enthalpie d'une réaction. Ça veut dire on va avoir des intégrales par partie. Alors là, on va entamer le deuxième chapitre, ça veut dire les équilibres chimiques. Alors on va commencer par la fonction de Gibbs qu'on a vu l'année passée, ce qu'on appelle bien sûr l'enthalpie libre. Alors l'année passée, on a donné directement la formule, donc cette année, on va faire la démonstration. Alors pour savoir si la réaction elle est spontanée, on doit bien sûr prendre en considération à la fois les variations d'entropie du système et du milieu extérieur. Alors, pourquoi on fait ça? Des fois, pour faire une réaction chimique, on doit connaître au préalable, est-ce que cette réaction, elle est possible? Est-ce que cette réaction, elle est spontanée? Ça veut dire quoi spontanée? Ça veut dire, une fois que je mets en contact les réactifs ensemble, je vais avoir mes produits. Ou bien, j'ai besoin par exemple, de l'utilisation d'un catalyseur, ou bien carrément, je ne peux pas avoir cette réaction. Ça veut dire, elle n'est pas favorisée dans le sens d'avoir les produits. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, pour cette détermination, on va prendre en considération ce qu'on a vu au niveau du second principe de la thermodynamique, ça veut dire la définition de l'entropie. Donc, on a déjà vu dans les cours précédents que delta S créé, c'est delta S du système moins delta S échangé avec le milieu extérieur. Alors, on sait bien que delta S échangé, c'est delta S, bien sûr, du milieu extérieur. C'est la même chose à peu près. Alors, si on a delta S de extérieur, c'est bien sûr, c'est l'enthalpie, c'est delta H extérieur par la température, parce qu'on a déjà vu que l'entropie, c'est une quantité de chaleur par rapport à la température. Donc, ce n'est que delta H de l'extérieur par rapport à la température. Et delta H de l'extérieur, c'est elle-même delta H du système par rapport à la température. Alors, si on remplace dans notre première équation, donc on va retrouver que delta S créé, c'est delta S du système, on la laisse telle qu'elle est, et on va remplacer delta S échangé par delta S du système, qui est delta H du système sur la température. Alors, si je vais multiplier cette équation qui a deux membres, mu'adala, alors je vais la multiplier par moins T. Alors, je vais retrouver que c'est moins T delta S créé, elle va être moins T delta S du système, bien sûr, plus delta H du système. Parce que là, je vais simplifier T avec T, et moi avec moi, ça va me donner plus. Alors, si on va définir cette fonction de Gibbs qui est delta G, on va dire que delta G, c'est moins T delta S créé. D'accord? Donc, ça va revenir que moins T delta S créé, c'est delta G. Donc, elle est égale à moins T delta S, d'accord, plus delta H. Donc, on ne va pas utiliser système. Donc là, c'est ce qu'on appelle la fonction de Gibbs, ou bien carrément, elle est appelée enthalpie libre. Pourquoi? Parce qu'elle est en fonction de l'enthalpie. D'accord? Alors, on va continuer. Donc, la fonction de Gibbs est la spontanéité de la réaction. Alors, sur ce tableau-là, on remarque qu'on va avoir des valeurs de cette fonction. Bien sûr, on a dit que c'est une fonction, on l'a déjà vu dans les cours précédents, que ce delta G est une fonction d'état, donc elle dépend que de l'état initial et l'état final. Donc, on va voir, soit delta G, elle est négative, donc inférieure à 0, soit elle est égale à 0, soit elle est supérieure à 0. Alors, selon la valeur de delta G, on va bien sûr prédire la spontanéité de la réaction. Alors, si delta G est négative, on dit que la réaction elle est directe, ça veut dire une réaction qui est spontanée, ça veut dire exergonique. Ou bien si la réaction, elle est équilibrée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va trouver que delta G il est égal à 0. Ça veut dire que la réaction, elle va aller dans les deux sens. Donc, on va avoir l'équilibre entre les réactifs et les produits. Et si delta G, bien sûr, est positif, ça veut dire supérieur à 0, on dit que la réaction est inverse, ça veut dire endergonique. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réaction, elle est favorisée dans le sens 2, ça veut dire dans le sens de la formation des réactifs.
Alors remarque, la majorité des réactions chimiques se passent dans les conditions standards, ça veut dire la pression, une atmosphère et la température standard de 25 degrés Celsius, ça veut dire 298,15 Kelvin. Donc on peut écrire que delta G de la réaction, c'est moins T delta S plus delta H. Donc ça, c'est appliqué pour une réaction chimique. Il est possible de définir l'énergie de Gibbs d'une réaction à partir de celle de formation de produits et des réactifs, bien sûr sans oublier les coefficients stoichiométriques. Ça veut dire que je peux calculer delta G de la réaction à partir des delta G de formation des produits et des réactifs. Et généralement, si dans un exercice, il vous demande de calculer la fonction de Gibbs pour une réaction chimique, vous allez voir que dans les données, il va vous donner les delta G de formation des produits et des réactifs. Et là, c'est comme si on applique la loi de Hess aussi. Donc, delta G de la réaction à la température standard, c'est la somme des delta G standards de formation des produits, moins la somme des delta G standards de formation des réactifs. Donc là, c'est appliqué pour une réaction chimique. Donc là, c'est comme si vous avez deux équations. On a l'équation 2, d'accord? Cette équation 2, et on a l'équation 3. Les deux, on peut les utiliser pour calculer la fonction de Gibbs pour une réaction chimique. Donc comment? Alors, soit dans l'exercice, il va vous donner les enthalpies de la réaction, ou bien il vous demande dans les exercices, enfin dans les questions précédentes, comment on calcule l'enthalpie d'une réaction. Il va vous donner aussi comment on peut calculer l'entropie d'une réaction. On l'a vu auparavant comment on peut calculer. Et là, je peux calculer la fonction de Gibbs pour une réaction. Soit dans les données, il va vous donner les delta G de formation des réactifs, les delta G de formation des produits, et là je peux calculer bien sûr delta G de la réaction. Donc là vous avez deux méthodes comment on calcule l'enthalpie libre d'une réaction chimique selon les données de l'exercice. Alors on va passer maintenant à l'influence de la température sur cette fonction de Gibbs. Alors on remarque là que la fonction de Gibbs, elle est en fonction de delta H et elle est en fonction de delta S et bien sûr en fonction de la variation de température. Donc sur cette figure, on remarque que ici on a, là c'est la variation des delta G, donc là on a delta G égale à 0, ça veut dire que la réaction elle est équilibrée. Dans ce côté-là, on a delta G qui est positif, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réaction inverse qui est favorisée. Et dans ce côté-là, on a delta G qui est négatif, ça veut dire que la réaction directe, c'est-à-dire la réaction spontanée, qui est favorisée. Alors là, on a plusieurs variantes. On a delta H qui est négatif, et là on l'a vu en première année, si delta H de la réaction est négatif, on dit que la réaction elle est exothermique. D'accord? Soit on a delta H qui est positif et on dit que la réaction elle est endothermique. Donc je vais commencer par expliquer quand on a delta H de la réaction négative, ça veut dire la réaction qui est exothermique. Alors là on a aussi sur cet axe, c'est l'évolution de la température. D'accord? Alors on remarque si delta H est négatif, ça veut dire la réaction exothermique, on a deux possibilités. On a soit delta S est positif, soit delta S est négatif. Donc dans le cas où delta S est positif, on n'aura que moins T delta S, il va être bien sûr négatif. D'accord? Et là on va voir que j'ai la formation des produits, j'ai toujours delta G qui est négatif. Donc je dis que la réaction est favorisée dans le sens 1. Ça veut dire que la réaction elle est spontanée. Maintenant, dans le deuxième cas où delta G est négatif, delta S est négatif, je remarque que moins T delta S va être positif, bien sûr. Et là, je remarque que j'ai deux possibilités. J'ai la possibilité à une certaine température là, par exemple, si on va se mettre là, à cette température-là, on va trouver que la réaction, elle est spontanée. Je suis toujours dans la zone qui est en couleur blanche. Ça veut dire delta G négatif, donc la réaction spontanée qui est favorisée. Maintenant, à des températures plus élevées, qu'est-ce qu'on a? On va avoir que la formation des produits, elle va être dans la zone qui est en couleur jaune. Et là, en couleur jaune, on a delta G qui est positif. Ça veut dire que la réaction inverse qui est favorisée. Donc là, j'ai deux possibilités. Si je me retrouve à des températures inférieures, je dis que la réaction, elle va être favorisée, bien sûr, dans le sens 1. Si je me retrouve à des températures plus élevées, d'accord? Là, la réaction, elle va être favorisée dans le sens 2, ça veut dire dans le sens inverse, la formation des réactifs. Maintenant, si je passe à la deuxième variante. La deuxième variante, ça veut dire l'enthalpie est positive. Ça veut dire que la réaction, elle est endothermique. Là aussi, j'ai deux possibilités. J'ai la possibilité où delta S est positif. Donc, je vais retrouver que moins T delta S
est négative. Et là, je retrouve que j'ai la formation des produits qui va être projetée, bien sûr, à dans la zone blanche, où delta G est négatif. Bien sûr, là, c'est à des températures plus élevées. Si je me retrouve à des températures plus faibles, la réaction, elle n'est pas favorisée dans le sens 1, elle est favorisée dans le sens 2. Ça veut dire le sens de la formation des réactifs. Maintenant, si je passe dans la zone où j'ai delta S qui est négatif, donc je vais retrouver que moins T delta S va être positif. Et là, quelle que soit la température, je me retrouve que j'ai la formation de produits dans la zone jaune. Et là, j'ai delta G qui est négatif, qui est positif, c'est-à-dire la réaction, elle est favorisée dans le sens 2, ça veut dire dans le sens indirect, ça veut dire dans le sens qu'on appelle la formation des réactifs. Alors, si on va expliquer là sur un tableau, là on remarque, par exemple, si j'ai delta H, qui est négatif, donc la réaction, elle est exothermique, delta S est positif, je vais avoir que la réaction directe qui est favorisée. Donc là, j'ai numéroté la réaction par numéro 1, je reviens, donc là c'est le numéro 1, donc quelle que soit la température, là je remarque que la réaction, elle est favorisée dans le sens 1, donc la réaction, elle est spontanée. Je reviens sur le tableau, donc si delta H est toujours négatif, donc la réaction, elle est exothermique, et là, delta S qui va être bien sûr négatif, on va avoir que la réaction directe, elle est favorisée à des basses températures. Donc, si je reviens sur le graphe, on remarque là, c'est vrai que si automatiquement on a des températures moins élevées, ça veut dire plus basses, on a la formation de produits, ça veut dire la réaction 1, la réaction spontanée, elle est favorisée. Mais si je me retrouve bien sûr dans la zone jaune, ça veut dire la formation de la réaction, donc numéro 2, là à des températures plus élevées, j'ai la formation des réactifs qui va être favorisée. Donc c'est la réaction directe qui va être favorisée et là c'est le 2. Alors maintenant si je passe à la réaction où elle est endothermique, ça veut dire delta H positif, et avec delta S positif, on remarque que la réaction directe, elle est favorisée dans des températures relativement plus élevées. Donc, si je reviens, donc là, dans des températures plus élevées, on a le numéro 3. Donc là, le numéro 3, si on a des températures plus élevées, je me retrouve dans la zone blanche où delta G est négatif. Donc ça, c'est la réaction directe qui est favorisée. Mais si je me retrouve à des températures plus faibles, là, je remarque que delta G est positif. Pourquoi? Parce que je me retrouve dans la zone jaune. Donc la réaction indirecte qui va être favorisée. Et ça, c'est le numéro 3, bien sûr. Alors, si je reviens dans le dernier cas, toujours on est dans la réaction endothermique. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a la réaction delta S qui va être négative, on va avoir la réaction inverse qui va être favorisée, quelle que soit la température. Alors si je reviens, ça sera le numéro 4. Donc la réaction inverse, elle va être favorisée, quelle que soit notre température. Alors, je vais m'arrêter ici aujourd'hui et on va continuer dans le cours prochain.